On va démarrer cette réunion qui a un caractère très particulier, puisque en réalité il ne s'agit pas du tout d'exprimer une position collective sur le thème, en gros, la politique économique du gouvernement aujourd'hui dans toutes ses composantes. Vous remarquerez qu'il y a absolument toutes les composantes, mais il s'agit en réalité que 6 d'entre nous expriment leur point de vue, et c'est la diversité du cercle qui en fait toute la richesse. Vous voyez que on part très très fort sur les formules d'une originalité exceptionnelle. Donc, on va procéder de la manière suivante, si vous en êtes d'accord. On va juste évoquer les problèmes de, j'allais dire, de conjoncture économique française, européenne et mondiale, comme chacun d'entre nous le souhaite. Et en 2 minutes, chacun d'entre nous va dire qu'est-ce qui lui paraît inquiétant ou positif, ou enfin ce qu'il veut. Donc ça, c'est un exercice qui est très, j'allais dire, très rythmé. Et puis, ça nous prendra donc 6 fois 2 minutes, une dizaine, 12 minutes. Pas de questions à ce moment-là pour juste qu'on garde un peu l'ambiance. Et puis, on va prendre l'ordre du jour que vous avez sous les yeux, qui couvre à peu près tous les thèmes, allant de la philosophie profonde de l'action du président de la République, que j'assumerai, jusqu'à la fin, Patrick qui va nous dire est-ce qu'on va vers une guerre mondiale entre la Chine et les États-Unis, et puis avec l'Europe comme partenaire de l'un ou de l'autre. Voilà. Donc voilà en gros comment on va procéder. Je m'aperçois qu'il est 28. On va peut-être commencer quand même sur le thème de ces 2 minutes de ce qui apparaît comme les éléments de conjoncture et qui sont une sorte de perception, sensibilité à la situation actuelle. Je cède le micro immédiatement à mon camarade Hippolyte. Oui, tu en as. Je vais prendre celui-là. Merci beaucoup, Jean-Hervé. Bonjour à tous. Je ne sais pas si ça marche. Non. Non. Est-ce qu'il y a réellement besoin d'un micro ? On est enregistré. D'accord, pardon. Voilà. Donc bonjour à tous. Je vais laisser mes camarades parler de conjoncture économique, des indicateurs macro, etc. traditionnels, et avoir un autre élément, une vision un peu différente de la conjoncture qui est sur des éléments démographiques et notamment de longévité, sur lequel je suis plus spécialiste. Une très bonne nouvelle actuellement, c'est que l'espérance de vie, le temps pendant lequel on vit, continue d'augmenter. Depuis 2015, il y avait eu une baisse, et sur les dernières années, on continue à augmenter. On attend quelque chose comme 85 ans aujourd'hui pour les femmes et près de 80 ans pour les hommes. Donc on a véritablement une baisse des taux de mortalité qui reflète quelque chose de la conjoncture économique et qui reflète le fait que ça va bien. Un petit bémol, on était très bien placés en France dans les années 90. Les femmes françaises avaient celles qui avaient l'espérance de vie la plus longue. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est progressivement dépassé par de plus en plus de pays, bien sûr par les japonaises et aujourd'hui par d'autres pays européens. Je pense notamment à l'Italie, à l'Espagne, à la Suisse. Voyez, donc un petit élément de conjoncture internationale. Voilà. Suite à cette bonne nouvelle, finalement, ça implique qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Voyez, alors elles vivent plutôt en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé aussi continue d'augmenter pour les femmes, se stabilise un petit peu pour les hommes, mais il y a de plus en plus de personnes qui sont âgées. Alors un chiffre pour revenir là-dessus. Je pense qu'on donne très souvent des ratios démographiques qui, à mon avis, de classe d'âge, qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. Moi, je reviendrai sur le nombre de personnes qui sont à la retraite, qui sont retraitées, je dirais, en France. On est quelque chose comme 17,5 millions. Et lorsqu'on ramène ce nombre, vous voyez, au nombre de personnes qui sont en emploi, pas la population active, ceux qui réellement ont un emploi, on est au contraire à un peu moins de 27 millions. Donc il faut se dire qu'il y a presque, vous voyez, 2 retraités pour 3 personnes en emploi. On est vraiment dans une situation qui, de mon point de vue, n'est pas du tout prudente, et c'est pour ça que je reviendrai un peu plus tard sur les questions de retraite.
Bonjour à tous et à toutes. Alors maintenant que je sais que je ne vais pas vivre très vieille, je vais essayer d'utiliser ce temps rapidement. Donc moi, pareil, je ne vais pas vous parler de conjoncture et de macroéconomie parce que ce n'est pas non plus ma spécialité. Je suis microéconomiste. Mais j'aurais aimé, et ça a un lien avec ce que j'évoquerai plus tard, tout à l'heure, j'aurais aimé parler du fait que les entreprises françaises ont du mal à trouver des salariés. Donc c'est quelque chose que j'ai constaté dans mon entourage, alors des associations, des copains chefs d'entreprise qui n'arrivent pas, en offrant des CDI, à recruter des gens. Et donc, évidemment, ça se traduit dans les statistiques nationales. Il y a l'INSEE l'an dernier, la NPE a eu 300 000 demandes d'emploi qui n'ont pas été pourvues l'an dernier. Et donc ça veut dire qu'il y a un frein à la croissance, parce que ces entreprises, elles refusent des marchés. Il y a des restaurants qui ont fermé parce qu'ils ne trouvaient pas de serveurs. Et donc, évidemment, la raison de cette restriction donc de l'offre d'emploi par le fait que les travailleurs ne veulent pas accepter des emplois ou ne sont pas assez compétents pour ces emplois est à chercher d'une part dans le manque de qualification d'une partie de la population active française. Et donc, l'éducation dans notre pays, à mon avis, est un sujet brûlant, et donc je pense que les réformes de Blanquet sont bienvenues. Voilà, il faut vraiment faire quelque chose. On dépense plus que le reste, plus que la moyenne des pays de l'OCDE, et on est classé 26e dans PISA, et avec un record terrible pour les inégalités. Donc les gens des classes populaires, effectivement, sortent du système éducatif sans qualification. Et du coup, ils ne sont pas employables. Et alors, comme on a un système de protection sociale qui est très généreux, leur stratégie, évidemment, et c'est pas du tout quelque chose qu'on doit critiquer, on ferait pareil à leur place, c'est des trappes à pauvreté, c'est d'alterner période d'emploi et puis période au chômage, de manière tout à fait stratégique. On ferait pareil. Donc c'est pas un problème d'individu, c'est un problème d'organisation du système. Donc, pour moi, il y a il y a une bonne nouvelle, si on veut, c'est qu'il semblerait qu'il y ait de la croissance en France. La mauvaise, ça va, je m'arrête, donc même si je meurs bientôt. Donc, de la croissance en France, mais voilà, un frein lié à un manque d'éducation de certaines personnes. Et je passe la parole à mon voisin. Bien, deux éléments d'interrogation qu'on peut avoir aujourd'hui. Premièrement, est-ce qu'on est à la veille d'un krach financier mondial ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas du tout. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu effectivement il y a eu un choc sur les marchés, et notamment sur les marchés américains, mais enfin aussi en Europe. La réalité, c'est qu'il y avait la conjonction des différents éléments qui posent aujourd'hui problème à l'économie mondiale, c'est-à-dire une espèce de surchauffe de l'économie américaine, le sentiment que les taux d'intérêt allaient grimper, enfin la Fed avait décidé d'augmenter ses taux, et l'augmentation des salaires. Je rappelle que Amazon, c'est très emblématique, a décidé de faire passer son coût horaire à $15 pour en réalité 250 000 personnes, ce qui est quand même non négligeable. Donc premier élément, c'est la fin du monde. Ben non, on est en train d'assister à une tension forte sur l'économie américaine, dont chacun voit bien quelle est l'origine, et qui n'a pas de raison d'évoluer de manière significative dans les semaines qui viennent. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir un krach financier dans les années qui viennent, je dis juste que je ne le vois pas aujourd'hui. Deuxième sujet, on invoque le problème italien. Je rappelle que on dit c'est dramatique, enfin ils ont un déficit de 2,4, et je rappelle juste, chiffre très précis à bien comprendre, c'est horrible, leur taux d'intérêt, etc. Ça a un peu grimpé sans aucun doute, mais ils n'ont que 13%, ça c'est un point qui est très important, 13% de leur dette à renouveler avant la fin 2019. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de risque majeur d'incapacité de financer le problème italien. Donc tout ça pour dire qu'on va aller sur les marchés financiers mondiaux vers une stagnation, vraisemblablement une légère décroissance. On va avoir les résultats des entreprises qui seront bons dans les semaines qui viennent, mais il n'y a pas de mon point de vue, de possibilité d'un krach financier majeur dans les jours ou semaines qui viennent. Deuxième aspect sur la partie française, je suis un peu perplexe, et je termine, je suis perplexe sur ce qu'on appelle le programme de relance de la modernisation de l'appareil industriel français, c'est-à-dire notamment le suramortissement. Je le trouve limité par son ampleur. Je trouve que le plan Philippe sur les industries futures, qui doit faire 500 millions, est limité. Donc tout ceci me paraît, j'allais dire, en contradiction assez forte et une incertitude très grande sur la capacité de réellement rebondir en matière de capacité de l'offre. Voilà.
Alors, je vais essayer de continuer et de reprendre ce qui me semble doit être regardé pour savoir si on veut faire un scénario pour l'économie mondiale, européenne, française sur l'année prochaine, disons. Ce qu'a dit Emmanuel, hein, les difficultés de recrutement, ça me paraît absolument central. On a 9% de chômage en France et un niveau de difficulté de recrutement qui est le plus élevé qu'on ait jamais eu depuis qu'on fait cette enquête. Et effectivement, quand on regarde, c'est compétences pour la moitié, le reste, un mélange d'attitude au travail. Ça voudrait dire que le chômage structurel est de 9%, ce qui n'est pas rassurant, et qui montre l'urgence qu'il y a à faire des politiques ciblées sur les chômeurs de requalification. Ensuite, ce qu'a dit Jean Hervé, alors je cite Jean Hervé au début, la variété des opinions fait la richesse du cercle des économistes. Honnêtement, c'est pas si rassurant que ça. Vous allez avoir aux États-Unis ce qu'on peut appeler une normalisation monétaire procyclique. Alors je m'explique, ça veut dire que les taux d'intérêt vont augmenter au moment où l'économie ralentit. Alors que normalement, les taux d'intérêt augmentent au moment où l'économie est forte. Donc c'est une normalisation monétaire contracyclique. Celle-ci va être procyclique pour la raison bête qu'elle a commencé très tard. Hein. Et c'est quand même le pire qu'on puisse faire pour les marchés financiers. Vous allez avoir à la fois des taux d'intérêt plus élevés et une croissance plus faible. Donc le maillon faible, je pense que c'est quand même le marché des actions américaines, hein, qui est extraordinairement cher, au moins dans certaines composantes. Le price earning ratio d'Amazon, c'est 500. Quoi, je veux dire, hein. Donc, quand le cours boursier, c'est 500 fois les résultats, moins de croissance et des taux d'intérêt plus élevés, ça peut être relativement inquiétant. Et si je me rapproche de l'Europe, sur l'Italie, je ne suis pas si rassuré que Jean Hervé non plus. Et puis je dirais juste un dernier mot sur un dernier sujet. Quand même, l'année prochaine, l'Italie va devoir refinancer une quantité de dette compte tenu du déficit public qui correspond à 20% du produit intérieur brut de l'Italie. Certes, c'est un marché qui est très domestique, c'est que la dette italienne est 70% détenue par les Italiens, mais même les Italiens, et en particulier les banques italiennes, hein, qui étaient de très gros acheteurs de dette italienne, commencent à trouver que ça devient assez dangereux. Et donc, oui, j'ai encore une demi-seconde. Et donc, regardons quand même ça. Je veux dire, et vous voyez ensuite le schéma causal horrible, c'est quand l'État italien va mal, comme les banques italiennes détiennent la dette de l'État, les banques vont mal, et comme les banques italiennes vont mal, les autres banques européennes vont mal. Puis le tout dernier point, non, je dis pas ça à vous, arrêtons collectivement de nous poser des questions terribles sur la raison pour laquelle la croissance européenne a reculé au début de 2018. Alors, on a eu toutes les explications possibles entre la taxe sur les tabacs et la CSG sur les retraites. Tout ça, c'est totalement peanuts. Le vrai sujet, c'est le pétrole. 10 $ le baril, ça coûte un tiers de point de PIB de croissance à la France ou à l'Europe. Et le pétrole a doublé en un an. Donc la question prix du pétrole est absolument cruciale. Et honnêtement, on aura peut-être le temps d'en reparler tout à l'heure, il n'est pas du tout exclu qu'on ne soit pas au bout de la hausse du prix du pétrole. Et je répète mon chiffre, 10 $ égale un tiers de point de croissance en moins. Merci. Moi, je vais être bref parce que 2 points clés ont déjà été traités, c'est-à-dire les difficultés à embaucher. À peu près 350 000 à 400 000 offres d'emploi non pourvues. Et par ailleurs, effectivement, la correction sur une partie du marché des actions qui est vraisemblable. Là où je ferai une motion de synthèse entre ce qu'ont dit Jean-Hervé et Patrick, c'est que la correction boursière n'entraînera pas nécessairement une crise économique. Il y aura vraisemblablement un effet richesse aux États-Unis, mais il n'y aura pas il sera un petit effet marginal sur la conjoncture, mais ce n'est pas ça le plus inquiétant. Si je traitais de la conjoncture, il y a 2 points qui m'inquiètent tout de même. C'est la façon dont Trump traite ses alliés sur le plan commercial. Il est évident que les 15 prochaines années vont être dominées par la confrontation directe entre les États-Unis et la Chine pour la domination mondiale. Normalement, quand on est cohérent et stratège, on consolide sa base d'alliés. Donc oui, il y a eu une renégociation de l'ALENA, mais ça s'est fait après avoir assez brutalisé les Mexicains et les Canadiens, qui ne vont pas l'oublier. Avec l'Europe,
Trump laisse toujours planer des interrogations sur d'éventuelles taxes sur les automobiles. Donc il y a beaucoup d'incertitudes en termes commerciaux et c'est quand même une source d'inquiétude pour les 2 ans qui viennent. Et pour ce qui est de la France, ça, c'est une interrogation qu'on a depuis un moment au Cercle. C'est un sujet qu'on traite depuis 10 ans parmi un certain nombre d'économistes, mais l'affaiblissement industriel français est le principal point d'interrogation sur notre pays. Que les choses aillent bien ou mal, finalement, le déficit extérieur ne bouge pas et le déficit public ne se réduit qu'à la marge. Donc, on a vraiment un problème de compétitivité économique absolument majeur et de reconstruction de notre appareil industriel et on ne voit pas que les mesures adaptées soient prises. Alors, moi, je me suis quand même coltiné un sujet pas facile. On a tous 6 minutes, donc je me tourne. Mais pour le moment, ça n'a pas commencé. Hein. Voilà. Oui, ça n'a pas commencé. Je me suis quand même tartiné, si je peux dire, le sujet, de mon point de vue, qui est le plus compliqué, puisqu'il s'agissait de plonger dans les méandres de la pensée macronienne et d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il avait dans la tête et qu'est-ce que c'était. Est-ce qu'il y avait une vraie stratégie, au fond, politico-économique qui pouvait être, j'allais dire, mise en lumière et pouvait être par la suite donc commentée. J'en ai l'impression. Alors, petite première remarque, les commentateurs sont quand même sur ce point-là très faibles. J'en ai pris. Alors, je me suis tartiné toutes les interventions de Macron. Et je peux vous dire qu'il y en a et que ça pousse à l'insomnie. Tous les commentateurs, et j'en ai choisi 3 qui étaient les plus mauvais de tous. Il y a Emmanuel Todd qui dit que c'est le néant intellectuel. Moi, je trouve que c'est quand même exagéré. Disons, on ne sait pas si la petite Gloff et la petite demande. Je me suis demandé si Emmanuel Todd savait ce que c'était que la petite Gloff et la demande, mais c'est un autre sujet. Thomas Legrand, que vous entendez tous les matins à France Inter, a lui dit c'est purement fiscal. Non, c'est évidemment pas ça. Et Luc Rouban, que je n'ai pas lu, mais j'ai juste vu ce qu'il avait indiqué, lui dit il n'y a pas de stratégie. Erreur. Il y a évidemment une pensée macronienne économique qui est très importante, que je résume, comme l'a d'ailleurs très justement fait Jean-Michel Lamy dans Le Nouvel Économiste. Je trouvais que c'était très remarquable, ce papier, disant, en réalité, c'est pas du tout une politique pour les riches, c'est une politique qui est destinée, c'est une politique pour l'entreprise et pour, j'allais dire, l'activité, sachant qu'à ce moment-là, il y a un maillon qui est un maillon assez fort, qui est celui de la redistribution par le haut, c'est là où les riches interviennent, mais ils ne sont qu'un instrument destiné dans l'esprit de Macron. A-t-il raison, a-t-il tort? C'est un autre sujet, mais destiné à permettre l'investissement et la relance de l'activité. Donc c'est ça le fonctionnement, l'idée de Macron. Deuxième remarque, quand on regarde ce qu'il a fait en 18 mois, on peut reprocher tout ce qu'on veut, on peut penser tout ce qu'on veut, mais dans les faits, il a été très actif, même si en termes de lois, j'ai vérifié, il y a eu 28 lois sorties, alors que ses prédécesseurs, 3 prédécesseurs, dans les 18 premiers mois, on avait sorti 50. Mais objectivement, il a attaqué les gros sujets, le marché du travail, la fiscalité, l'université, l'école, ceci, cela. Enfin, on ne peut pas dire que, quelle que soit la position qu'on ait sur le sujet, qu'il n'a pas été actif et, j'allais dire d'une certaine manière, courageux. Troisième remarque, vous vous souvenez de la définition et de la République française et le célèbre qui est le célèbre liberté, égalité, fraternité. J'ai substitué 3 mots qui, à mon avis, correspondent exactement à la pensée d'Emmanuel Macron. Vous voyez, je crois que je vais être embauché. Malheureusement, ça aurait été mieux qu'on passe hier soir. Enfin bon, c'est pas de chance. Pour la liberté, j'ai mis, je regarde bien pour ne pas me tromper, j'ai mis l'émancipation. Et quand vous regardez bien ce qu'il a développé sur ce thème-là, en termes de politique économique, c'est évidemment tout ce qui est la partie de formation, de cette idée au fond que les individus doivent se prendre en charge eux-mêmes, ou on le verra sur le deuxième terme, qu'il ne s'agit pas de les subventionner, il s'agit simplement de leur donner les moyens de permettre d'agir. Et c'est en cela que le mot émancipation de l'individu me paraît plus adapté, chère Agnès, à celui de liberté.
J'ai pris à la place du mot égalité celui d'équité. Vous savez que c'était un vieux débat qui a été sorti au moment du bouquin de Rawls. Même Alain Minc avait expliqué, il avait fait un bouquin parmi les 254 bouquins d'Alain Minc, qui expliquait que c'était le vrai mot. En fait, le mot équité est très important parce qu'il revient à dire que on introduit le mot de justice et d'égalité des chances. Et en réalité, c'est quand même très profondément ce qu'il a quand il définit 2 plus 2. Quand il dit, parce que je me suis tapé quand même, je suis le plus compliqué, c'est quand il étend la protection sociale, quand il essaie d'uniformiser la réforme, j'allais dire la manière dont les retraités reçoivent leur financement, on est exactement sur des sujets qui sont des sujets d'équité, pas d'égalité. Troisième mot, à la place de solidarité, de fraternité, j'ai mis celui de solidarité. Alors solidarité, évidemment, c'est pas le premier de cordée ni celui de seconde cordée, c'est celui des transferts entre générations. Quand vous voyez cette position que je partage, qu'une partie des retraités, en réalité, ne doivent pas être uniquement traités comme ayant accumulé tout ce qu'ils ont pu avoir payé pour leur retraite, mais qui doivent se trouver dans un système de solidarité intergénérationnelle. Ça fait partie du contrat intergénérationnel. Qu'on leur prenne un peu d'argent, j'en fais partie, ça ne me gêne pas. Je trouve qu'au contraire, c'est une bonne idée. Et vous voyez que, à la fois, ce mot de solidarité s'adresse aussi à l'extension du financement de la protection sociale. D'une certaine manière, on passe du modèle de Bismarck à celui de Beveridge, qui finance la protection sociale par l'impôt, donc par tout le monde. Enfin, par tout le monde. En tout cas, en principe. Voilà donc 3 mots qui caractérisent cette affaire. Quand je prends le budget, pour aller très vite, le budget de cette année, on voit bien qu'il est très centré sur ces 3 mots et sur cette idée de l'entreprise et de l'activité, puisque quand on regarde sa politique fiscale, deuxième point, c'est évidemment la décotisation des heures supplémentaires, et c'est le forfait social pour l'intéressement des entreprises de moins de 250 personnes, travailleurs. Donc on est dans un système qui pousse à l'activité, pousse à une répartition qui est liée à l'activité, pas liée, j'allais dire, en dehors de l'activité. Sur l'investissement, vous le savez, c'est le CICE qui est transformé en suppression des cotisations sociales, c'est la poursuite de la baisse de l'impôt et le suramortissement des investissements dans des secteurs qui sont les robots, les logiciels, enfin tout ce qui est numérique. Enfin, l'environnemental, mais ça nous éloigne un tout petit peu, c'est la hausse des prix des carburants, mais enfin ça c'est autre chose. Je conclus en disant que cette pensée très profonde que j'ai décryptée de manière millimétrée a 2 faiblesses et 2 absences. Et c'est très important parce qu'à mon avis, c'est là où ça risque de pas marcher. La faiblesse, c'est qu'il est quand même très obsédé par les start-up, l'industrie du futur, qui est très importante, mais qui ne résume pas l'ensemble d'une économie. Et donc, quand vous voyez bien, sa faiblesse, c'est qu'il n'a pas l'amorce d'une réflexion sur ce qu'est le fonctionnement du système productif dans son intégralité, sauf à dire l'industrie du futur va la rendre plus, j'allais dire, plus efficace, mais dans les faits, personne ne pense aujourd'hui à ce qu'est l'industrie, qui ne représente plus que 10% de notre PIB, mais j'adore ça parce que Patrick Artus, donc chasseur en dehors de mon temps, Patrick a cette formule que je trouve tout à fait exceptionnelle, de dire qu'on part de l'industrie manufacturière dans le PIB, nous sommes très glorieusement le 27e des 28, mais ce qui est très intéressant, c'est que le 28e n'est pas la Grande-Bretagne, c'est la Grèce, et on les bat de justesse. Donc, il n'y a pas de réflexion sur ce sujet-là. Et puis, Jean Pisani, qui n'est pas là, mais avait très bien indiqué cette séparation entre politique sociale et politique économique. Il n'y a pas du tout de lien sur ce thème. On ne voit pas du tout la manière dont il pense la transformation ou l'impact de la politique sociale sur la croissance économique. Les 2 absents, et à mon avis, c'est les 2 erreurs majeures, ils ont été évoqués par mes camarades, c'est qu'il n'y a pas de politique d'appareillement entre les 350 000 emplois fictifs. Oui, bon, j'exagère, mais c'est normal, je conclus. Donc, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, la politique du logement, on est quand même dans le paradoxe absolu que, comme vous le savez, le nombre de mises en construction et le nombre de permis de construire est en stagnation ou légère diminution, ce qui est un paradoxe exceptionnel. J'ai vu hier un acteur important
secteur, et je termine là-dessus, qui m'a dit qu'il sortait le 12 novembre des pages, pleines pages dans tous les journaux, dans tous les quotidiens, pour expliquer qu'il y avait 4 millions de personnes qui sont mal logées en France et que si on ne fait rien, il y en aura 10 millions dans les 5 ans qui viennent. Ce qui veut dire qu'il y a du boulot, il y a de l'emploi, il y a de la création, il y a du PIB, et que ceci n'est pas traité aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, tu m'avais demandé de traiter un sujet assez large, hein, de la protection sociale, et assiste-t-on à un Big Bang? Je ne vais pas traiter toute la protection sociale en 6 minutes. Hein. Je vais me focaliser sur les réformes des retraites, et notamment sur la question de l'unification des régimes et puis l'unification des règles. Donc, assiste-t-on à un Big Bang? Je vais répondre et argumenter en disant oui. Et puis, je vais me reposer une autre question un petit peu subsidiaire, qui est assiste-t-on à un Big Bang utile? Et là, je vais être plus nuancé. Alors, assiste-t-on à un Big Bang? Oui, parce que ça aurait dû être fait il y a plus de 70 ans, en fait, hein, alors qu'en 1945, on met en place les ordonnances qui vont mettre en place la sécurité sociale. Il existait déjà des régimes. Il y avait des régimes qu'à l'époque, on n'appelait pas des régimes spéciaux, mais qu'on appelait des régimes pionniers, hein, qui préexistaient à la sécurité sociale, notamment pour les agriculteurs, pour les travailleurs des mines, pour les travailleurs des postes, hein, et puis surtout pour les fonctionnaires. L'unification des régimes des fonctionnaires, ça date du milieu du 19e siècle, et lui-même est héritier, en fait, d'un régime très ancien, qui est le régime de retraite des militaires, et notamment des marins, qui date du 18e siècle. Et à la fin de son temps, hein, passé comme militaire, hein, en fait, on obtenait une proportion de sa solde, et c'est parfois le quart de solde, ça dépendait de la campagne que vous aviez faite, etc. Donc tout ça est très ancien, tout ça préexistait, et donc en 1945, quand on crée la sécurité sociale, en fait, l'idée, c'est simplement de couvrir... J'entends le micro, j'entends plus les griffouillis. Ah oui, mais faut qu'il arrête de griffouiller. Alors, donc, lorsqu'en 1945, on va créer la protection sociale, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir toute la population, et à ce moment-là, on décide de ne pas unifier, et donc de vivre avec tous ces régimes très différents, et ces régimes fusionnés devenant des régimes spéciaux. Alors, donc, la question suivante, donc oui, c'est un Big Bang, on fait que ce qu'on aurait dû faire depuis 70 ans. Alors, la question suivante, c'est est-ce que c'est un Big Bang utile? Un premier argument en faveur de ce changement, c'est de dire que c'est juste, finalement, que tout le monde aura la même règle, qu'on aura unifié, hein, entre les professions, entre les différents régimes. Donc c'est vrai, c'est plus juste. Hein, la justice, c'est pas tout le temps l'égalité, mais bon, je veux dire, on dirait qu'au moins si on a la même règle, que ce soit pour les droits contributifs ou pour les droits non contributifs, ben c'est plus juste. Après, on peut se dire que finalement, bon, ben, la carrière d'un fonctionnaire ou la carrière d'une personne dans le privé est déjà assez différente, donc on peut unifier, vous voyez, le calcul de la retraite entre ces deux choses-là, mais je veux dire, bon, ça restera des choses très différentes, et notamment en termes de promotion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va être particulièrement bénéfique aux polypensionnés. Hein. C'est-à-dire, donc polypensionnés, ce n'est pas une maladie, hein, c'est des personnes qui ont été sur plusieurs régimes différents, et notamment ceux qui auraient pu passer de la fonction publique vers le privé et inversement. Et aujourd'hui, ils étaient très pénalisés par le système à plusieurs régimes. Avoir un seul régime et avoir un seul mode de calcul, c'est bien, et c'est bien pour eux. Et c'est peut-être aussi, et ça fait partie un petit peu de la philosophie sûrement du macronisme, etc., d'encourager, hein, ces passerelles et d'encourager ces carrières, et c'est une philosophie plus globale de l'emploi qui est très intéressante. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, outre le fait qu'il est plus juste, il serait plus simple. Alors, oui, il est plus simple, mais je dirais, il est plus simple pour qui? Il est plus simple pour un expert des retraites, vous voyez, voilà, d'accord. Il est plus simple pour peut-être un économiste travaillant sur les retraites. Est-ce qu'il est plus simple pour tout à chacun? Vous voyez, je ne suis pas très sûr. Il ne faut pas surestimer la compréhension d'un système. Donc, c'est pas parce qu'on est un petit peu moins compliqué que tout le monde va réellement comprendre. Et si je reviens finalement au cas de ces fonctionnaires, je dis, en règle générale, si vous avez une carrière complète dans la fonction publique, bon, vous pouvez très bien anticiper votre dernier salaire, hein, et puis en gros, vous allez avoir quelque chose comme 80% du dernier salaire. C'est hyper simple.
D'accord. Vous dire qu'aujourd'hui vous allez avoir des points dont on ne sait pas la valeur du point, je dirais que c'est quand même plus compliqué. Et c'est donc, je veux dire, c'est donc une source potentiellement de stress ou d'inquiétude pour les personnes qui vont être affectées. Alors, un des gros bénéfices, c'est néanmoins que le système va être plus facile à piloter. D'accord, piloter d'un point de vue, je dirais administratif ou pour l'administration qui est en charge des retraites. Je veux dire, piloter ces très nombreux régimes qui ont des règles différentes, c'est extrêmement complexe. Avoir une seule règle, fusionner tous les régimes, les mettre dans une même institution, là il y a potentiellement un énorme gain, même s'il y a des transformations donc pour ces administrations qui sont à attendre. Et puis après, j'ai une dernière question, je vais finir là-dessus parce que j'ai plus qu'une minute. Je veux dire, on peut aussi se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'en 1945 finalement, on n'a pas fusionné. Pourquoi? Alors que, justement, on était après-guerre, qu'on crée la sécurité sociale, qu'on rechangeait tout, le nouveau monde, et puis ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce que c'était très, très coûteux économiquement. Et on retrouve les documents qui le disent. C'était coûteux économiquement de tout aligner sur le régime le plus favorable. D'accord. Et en même temps, ça aurait été coûteux politiquement de faire perdre des droits à ceux qui bénéficiaient déjà du régime fédéral. Et ça, on le retrouve. Vous voyez, quand aujourd'hui, dans la rhétorique un petit peu gouvernementale qui est autour de ces réformes des retraites, on dit qu'on va rester à générosité constante, c'est bien que, je veux dire, ça va changer pour certains. Je veux dire, il y en a qui vont gagner et d'autres qui vont perdre. Alors, c'est pas forcément, vous voyez, l'ensemble des membres d'un régime qui vont gagner ou l'ensemble des membres d'un régime qui va perdre, mais il va y avoir des redistributions. Et tout ça va générer une période un petit peu d'incertitude, d'accord, une période éventuellement de stress pour ces personnes, tout le monde se disant mais à quelle sauce je vais être mangé avec le nouveau régime. Et voilà, et c'est peut-être ça le bémol que j'aurais tendance à mettre, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de ça? Je veux dire, étant donné les gains, il y a certes des gains, mais est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Je veux dire, aujourd'hui, on le dit bien, je veux dire, la priorité c'est l'école. Il faut, je veux dire, si on veut lutter contre le chômage, contre les décrochages, contre les inégalités, contre la pauvreté, il faut bien que l'école. Est-ce que c'est très malin, je vais oser le mot, de stresser l'ensemble des enseignants en se disant qu'ils vont peut-être se dire je vais perdre au système de retraite? Voilà, c'est en gros ce que j'avais à dire. Bien, donc la question c'est a-t-on la bonne stratégie en termes d'emploi? On a déjà commencé à aborder un petit peu le sujet quand on a évoqué le fait qu'on a simultanément, pour faire simple, 3,5 millions de chômeurs et 350 000 emplois non pourvus. Donc il y a clairement un problème d'appariement et un problème de formation non seulement de ceux qui ont encore un emploi, mais aussi des chômeurs. Et puis il y a également des interrogations sur les règles sociales. Alors aujourd'hui on a... c'est peu contesté, même si on peut avoir des opinions divergentes à la marge, le système le plus généreux d'indemnisation chômage. Alors, c'est pas le plus généreux en niveau d'indemnisation, c'est le plus généreux en conditions pour obtenir une indemnisation, puisque, en gros, il suffit d'avoir travaillé 4 mois au cours des 28 derniers mois pour ouvrir des droits. À peu près partout, il faut avoir travaillé au moins 1 an. Et en plus, on ouvre des droits qu'à hauteur de la période travaillée sur la durée de référence. Donc, la question, c'est au fond, on a un système d'indemnisation qui vise à assurer un revenu de remplacement qui d'ailleurs ne bénéficie qu'à 2,5 millions de chômeurs. Alors, il y a 3,5 millions qui cherchent un emploi à temps plein et il y a 2,5 millions de personnes qui sont déjà dans un emploi à temps partiel et qui voudraient augmenter le nombre d'heures de travail. Donc on a un pool de 5 à 6 millions de personnes qui ne sont pas satisfaites. Donc on a une proportion de personnes qui sont indemnisées qui est une des plus faibles des pays développés. Donc on a une sorte de système extensif et pas intensif
hein, si on fait référence à l'élevage bovin, soit extensif en pampa, soit intensif. Donc si on a à l'esprit cette distinction, on peut dire que des systèmes comme le système danois sont des systèmes intensifs, c'est-à-dire qu'on vous assure un niveau d'indemnisation très élevé et plus élevé qu'en France, mais en contrepartie d'une obligation de formation et d'une obligation de prendre un emploi correspondant à cette formation à l'issue de la formation. Et en France, donc, on a un système où on indemnise moins, mais les conditions pour recevoir l'indemnisation sont très favorables. Les exigences pendant la durée d'indemnisation sont très faibles et les perspectives de trouver un emploi à la sortie le sont également. Donc il y a un vrai changement philosophique à mettre en œuvre. Alors ce débat, on l'a depuis 20 ans. Mais comme le soulignait Patrick, c'est la première fois qu'on a un niveau aussi élevé de demande d'emploi, d'offres d'emploi non pourvues. Alors, selon les données disponibles, c'est entre 300 et 400 000, disons donc de l'ordre de 350 000. On sait que sur ces 350 000 emplois non pourvus, une partie viennent d'un déficit de compétences, mais on peut avoir, comme au Danemark, des formations en 2-3 mois qui, à partir d'un certain nombre un certain niveau de compétences, vous reforment à des emplois qui correspondent à des offres effectives. Bon, on n'est pas assez incitatif sur ce sujet, mais en lien avec ces politiques de formation, il y a un sujet qu'on évoque aussi parfois dans le cercle, mais qui est toujours un peu en marge des discussions publiques en France, c'est la politique du logement. Et donc, si on veut favoriser l'adéquation entre offre d'emploi et donc demande d'emploi de la part des chômeurs, il y a une politique de logement à mettre en œuvre. Alors, il ne faut pas imaginer une seconde que ce sont des réalités physiques qui nous bloquent. Ce qui nous bloque, c'est un trait culturel qui date d'au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis au moins 70 ans, qui est qu'en France, on aide les activités en déclin et les zones territoriales en déclin plutôt que d'accélérer l'expansion des zones qui vont bien. Or, c'est une politique qu'on peut avoir quand tout va bien, mais justement, quand on est en difficulté, le paradoxe pour des Français, c'est de mettre l'argent où ça va bien. Donc là où il y a un marché de l'emploi dynamique, c'est au sein des métropoles. Le problème, c'est que c'est les travaux de Guilly, mais il n'y a pas que lui. L'emploi pour les classes populaires et les classes intermédiaires le logement pour les classes intermédiaires et les classes populaires demandeuses d'emploi à l'intérieur des métropoles n'est pas un sujet qui est traité actuellement. On a des HLM pour les gens qui ont des revenus faibles, mais il n'y a pas d'offre d'emploi pour les gens qui recherchent un emploi dans les métropoles. Donc je pense qu'une des réponses, ça serait, à côté des HLM, de créer, ce que je proposerais, c'est un mouvement d'HLI, c'est-à-dire des logements à loyer intermédiaire, aidés, et il faut oser donc les réserver spécifiquement à des gens qui cherchent un emploi ou qui souhaitent se déplacer vers des zones où il y a des emplois disponibles. Pour être explicite, nous avons aujourd'hui une obligation d'offrir 25% d'HLM dans les villes. Je pense qu'il faudrait aller vers 15% d'HLM et 10% d'HLI, ou peut-être porter l'obligation de 25 à 30%, moitié HLM, moitié HLI, donc conduisant à développer une offre de logement pour les gens qui cherchent de l'emploi. Si on combine, pour conclure, entre cette politique du logement tournée vers l'intégration des gens qui cherchent un travail dans les zones où il y en a, plutôt que d'essayer de développer l'emploi à Châteauroux, même si j'ai rien contre Châteauroux. Donc, si on menait cette politique du logement, plus une politique un peu plus intensive, liée à une recherche d'adéquation un peu plus forte entre offre d'emploi et formation, je pense qu'on pourrait progresser de manière assez significative, et pas à des horizons de 30 ans. Je pense qu'en 2-3 ans, on peut avoir des
avancées significatives. Merci. Alors, sujet suivant, la dette. Vous avez vu dans la période récente un certain nombre de déclarations, d'articles. Je cite en vrac Muriel Roubini, Joe Stiglitz, Christine Lagarde, Dominique Strauss-Kahn, etc. Annonçant une crise financière grave et peut-être même plus grave que celle de 2008 ou 2009. Et le point commun de toutes ces interventions, c'était la dette, c'est-à-dire le niveau d'endettement. Et effectivement, si vous regardez le niveau d'endettement du monde, il est aujourd'hui plus élevé qu'en 2007. Donc le taux, la dette du monde a continué à monter. Et on pourrait dire de façon paradoxale qu'on a traité une crise de la dette par la dette. Donc faut-il s'en inquiéter et où? Et là, il est utile. Alors c'est un sujet central, hein, évidemment, parce que si nous refaisons une crise de la dette pire que celle de 2007, comme le dit Roubini, je ne suis pas sûr qu'il restera grand-chose des économies après. Alors faut-il s'en inquiéter? Et pour le savoir, il faut regarder avec un peu plus de détails. Et si vous coupez en quatre la dette, entre la dette publique dans les pays de l'OCDE, la dette privée dans les pays de l'OCDE, la dette en Chine et la dette dans les pays émergents autres que la Chine, vous avez une décomposition qui déjà permet de réfléchir un peu mieux que complètement globalement. La dette privée des pays de l'OCDE a beaucoup... Enfin, quand je parle de dette, je parle de taux d'endettement, hein, donc des dettes rapportées aux revenus, au PIB, enfin comme vous voulez. La dette privée dans les pays de l'OCDE a beaucoup baissé depuis la crise. Hein. Je vais prendre un exemple. Aux États-Unis, hein, la dette des ménages américains par rapport à leurs revenus était de 130% du PIB en 2007. Aujourd'hui, elle est de 100%. On est revenu à peu près au niveau d'avant la bulle immobilière. Et c'est quelque chose qui est global. Vous savez qu'une seule exception, une des rares exceptions, c'est la dette des entreprises en France, hein, que le gouverneur de la Banque de France, d'ailleurs, avait regardé avec un peu d'inquiétude, et qui est liée à un effort d'investissement assez important des entreprises françaises financées par la dette. Mais globalement, dans l'OCDE, on a eu un gros désendettement privé. Donc l'idée qu'on aurait une crise financière mondiale venant de la dette privée de l'OCDE paraît assez douteux, en tout cas peu probable. Ensuite, vous avez les émergents. Et là, la dette des émergents a considérablement monté, aussi bien les dettes publiques que privées. Et nous voyons sous nos yeux les effets négatifs. Il y a un certain nombre de pays émergents qui sont ceux qui ont des déficits extérieurs, n'arrivent plus à s'endetter. Les pays émergents qui ont des excédents sont dans une situation évidemment très différente. Ils ont des excédents d'épargne, mais les pays à déficit extérieur structurel ont besoin structurellement de s'endetter. Et aujourd'hui, on ne leur prête plus. Et donc, il s'agit essentiellement de l'Argentine, du Brésil, de la Turquie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et de l'Indonésie. Et donc, on a une crise dans ces pays qui prend la forme d'une très forte dépréciation du taux de change, qui prend la forme après de hausse de l'inflation, de hausse des taux d'intérêt. Et comme les taux d'intérêt sont plus élevés et que l'inflation est plus élevée, et que dans ces pays, les revenus sont très mal indexés, du recul de la croissance. Alors, cette crise, elle est là. Donc, c'est pas la peine de la prévoir. Nous la voyons sous nos yeux. Cette crise peut-elle devenir une crise mondiale? C'est aussi très improbable. Ces pays font 7% du PIB du monde et 6% de l'encours de crédit du monde. Donc c'est une crise des émergents, quoi. Mais ce n'est pas une crise mondiale. Ça n'a pas l'air de pouvoir se transformer en crise mondiale. Alors après, il y a la Chine. Alors vous avez d'innombrables écrits annonçant l'explosion de la Chine à cause de la dette. Alors là, il faut rappeler une chose quand même assez bête, qui est qu'en Chine, il y a des contrôles de capitaux, donc les Chinois ne peuvent pas prêter au reste du monde, et que le taux d'épargne de la Chine est de 47%. Donc à un certain moment, comme l'épargne des Chinois reste en Chine, il faut bien qu'il y ait de la dette pour absorber l'épargne des Chinois. Il y a l'équilibre, cette épargne ne va pas disparaître. Donc la dette de la Chine, c'est la contrepartie de l'épargne de la Chine, et donc ce n'est pas inquiétant. Ce qui pourrait être inquiétant, c'est qu'il ne reste que 2 minutes, et aussi que la Chine est... de ce point de vue, d'une part, ne peut pas lever les contrôles sur les sorties de capitaux, parce qu'il y aurait une hémorragie d'épargne vers le reste du monde, hein, et d'autre part, toute cette épargne étant absorbée en Chine, elle est absorbée souvent de façon très inefficace. Il y a trop... Enfin, en fait, les Chinois épargnent trop, quoi. Et donc, vous avez régulièrement... Enfin, l'investissement dans la construction en Chine, c'est 31% du PIB. En France, c'est 5%, quoi. Vous donnez un ordre de grandeur. Donc, parce que si vous êtes Chinois, vous avez de l'épargne...
qu'est-ce que vous allez acheter? Soit un dépôt bancaire, soit un appartement. Hein. Et donc vous fabriquez chroniquement une utilisation inefficace de l'épargne. Mais à nouveau, cette dette, elle est couverte par l'épargne. Et donc il nous reste un seul truc, finalement, dont il faut s'inquiéter vraiment, qui sont les dettes publiques de l'OCDE, hein, qui est le 4e morceau, qui là continue à monter. Alors pas partout, hein. L'Allemagne, les Pays-Bas se désendettent, mais quand vous prenez l'ensemble de l'OCDE, vous avez une très forte hausse des dettes publiques. Et la question des politiques budgétaires n'est pas très importante. Enfin, que l'Italie fasse 2,4, 2,8 ou 1,9%, hein, ils vont quand même mourir, n'en déplaise à Jean Hervé, mais par ailleurs, ça fera que leur dette publique sera de 133 ou de 134% du PIB, donc ça ne va pas changer grand-chose à leur dette publique. Et donc on a un problème de dette publique de l'OCDE, qui a continué à monter, bien sûr, depuis la crise, et qui est devenu, en fait, un problème de politique monétaire. Tant que les taux d'intérêt sont extraordinairement bas par rapport au taux de croissance, il ne peut pas y avoir de crise des dettes publiques. Prenez le Japon, la dette publique, c'est 242% du PIB. Le taux d'intérêt à 10 ans se promène entre 0 et 10 points de base. Donc si les taux sont de 0, vous avez le droit d'être endetté, quoi, en gros. C'est un théorème d'une profondeur qui ne vous échappe pas. Et donc la question est une question monétaire. C'est-à-dire, est-ce que les banques centrales remonteront un jour leur taux d'intérêt à un niveau qui fabriquera une crise des dettes publiques? Honnêtement, ça s'est produit dans le passé, en 1994, par exemple, à la Réserve fédérale, ça paraît aujourd'hui extrêmement improbable. Je m'arrête. Hein, est-ce que vous voyez une grande banque centrale prendre le risque de fabriquer une crise de la dette en remontant ses taux? Donc la conclusion est plutôt que, à nouveau, ce qui est inquiétant, c'est la dette publique OCDE, et que c'est inquiétant parce que ça met une contrainte extrêmement forte sur les politiques monétaires qui ne pourront pas être complètement normalisées parce que ceci fabriquerait une crise de la dette. Et donc les banques centrales, en réalité, ont une contrainte très forte de maintenir la solvabilité des États. Chez les économistes, ça s'appelle la dominance fiscale, hein, le fait que la politique monétaire est assujettie au respect de la solvabilité des États. Et je crois que c'est ça. C'est pas tellement la crise de la dette en soi qui est grave, c'est en fait le transfert de la responsabilité fiscale des États vers les banques centrales. Donc Patrick a localisé les problèmes dans les pays de l'OCDE et plus particulièrement dans les dettes publiques. Et moi, je vais encore zoomer sur la zone euro. Alors la zone euro, donc c'est bien, on s'ennuie jamais. Alors. Pour faire un bilan rapide, beaucoup de choses ont été faites depuis le début de la crise. Pour le rappeler, il y a 3 choses essentielles qui ont été faites. Une qui est de mettre en place le mécanisme européen de stabilité pour les aides d'urgence. Une deuxième qui a été une action vigoureuse contre les crises dites autoréalisatrices. Ça marche pas? C'est moi qui parle pas assez fort. Hein. Les crises autoréalisatrices. Donc, comme vous le savez, quand les marchés paniquent, les taux d'intérêt montent et la dette devient non soutenable et donc ça valide leur panique initiale. Donc là, il y a eu le fameux whatever it takes de Draghi, puis les OMT, il y a eu aussi l'assouplissement quantitatif. Et troisième paquet, l'union bancaire, je ne vais pas détailler. Alors, qu'est-ce qui ne va toujours pas? À mon avis, 3 choses ne vont toujours pas. La première, c'est que la boucle banque souverain est toujours là. Donc, vous savez, la boucle banque souverain, c'est le fait que les banques soutiennent les souverains et les souverains soutiennent les banques. Donc, à un moment donné, quelqu'un s'en aperçoit et tout le monde tombe. Alors, il est vrai que les États ne peuvent plus soutenir leurs banques, sauf à des conditions très restrictives. Donc, il y a eu des réglementations nouvelles en Europe. Mais dans l'autre sens, les banques ne se privent pas d'acheter des obligations publiques. Et donc, ça les fragilise, comme on voit aujourd'hui en Italie, où la hausse des taux d'intérêt s'accompagne d'une baisse de la valeur des dettes publiques qui sont à l'actif des banques. C'est en moyenne 10% de leur actif. Et comme elles sont en mark-to-market, c'est immédiatement retranché de leur capital. Et par ailleurs, il y a un risque de liquidité qui est énorme, puisque si la dette est dégradée, eh bien, à un moment donné, elles n'auront plus de source de liquidité. La source de liquidité, c'est la dette publique qu'elles peuvent mettre en collatéral pour obtenir de la liquidité. Et donc, il y a un risque de paralysie totale du système bancaire italien, ce qui fait que ça aggrave encore les choses, puisque les marchés le voient bien. Et donc, ils mettent un spread non seulement pour le risque de restructuration de la dette publique, mais en plus, risque de l'introduction d'une monnaie parallèle, voire le remplacement de l'euro par autre chose. Et donc, ça rend les choses encore pires. Donc ça, la boucle banque souverain est encore là, et elle est là pour un moment. Le deuxième problème qu'on a, c'est que les outils de stabilisation macroéconomique se sont affaiblis.
La politique monétaire, on voit difficilement comment, si on a une crise en 2019, la BCE ferait une nouvelle politique d'assouplissement quantitatif. Il y a un certain nombre de problèmes techniques et politiques, je pense. La politique budgétaire est affaiblie par l'accumulation de la dette. Au niveau du MES, on a des outils, mais en fait personne n'en veut, et on n'a pas de budget de stabilisation au niveau de la zone euro. Et les marchés financiers, marchés bancaires, restent fragmentés. Donc si les banques italiennes ne prêtent plus aux PME italiennes, il n'y a personne dans la zone euro pour leur prêter, et donc ça accentue encore la crise. Le troisième chose qui est encore problématique, c'est que la reconvergence macroéconomique est très difficile. Il n'y a pas assez d'inflation dans la zone euro, ce qui fait que les ajustements de prix relatifs ne peuvent difficilement se faire sans déflation. Et pour un pays qui est en dette, a beaucoup de dettes, la déflation, c'est catastrophique. Et il y a un refus de concertation sur les politiques macroéconomiques. La coordination des politiques macroéconomiques, il faut dire, est extrêmement mal organisée. Et on a une politique de compétitivité pays par pays. Les efforts de productivité, c'est un jeu à somme positive pour la zone euro, mais les efforts de réduction du coût du travail sont un jeu à somme négative. Il faut rappeler que l'euro est une monnaie flexible. Donc si les salaires baissent dans tous les pays de la zone euro, l'euro s'appréciera et on n'aura rien gagné. Donc là-dessus, ce qui est problématique aussi aujourd'hui, c'est que ce qu'on avait mis en place depuis le début de la crise est soit partiellement inopérant ou remis en cause. Les aides d'urgence, le mécanisme européen de stabilité, c'est très bien, sauf qu'il est trop petit pour l'Italie qui de toute façon n'en veut pas. Les dispositifs contre les crises autoréalisantes, on voit que la BCE est en train de mettre un terme progressivement à l'assouplissement quantitatif. Et par ailleurs, les OMT pour l'Italie, c'est problématique parce qu'il faudrait un programme pour l'Italie, et l'Italie n'en veut pas. Et enfin, l'union bancaire, l'union bancaire, on a du mal à finaliser. Il y a une opposition très forte à la mise en place d'une réassurance des dépôts au niveau de la zone euro. Et on voit qu'au fond, certains pays ne veulent pas finaliser l'union bancaire, ce qui est problématique. Enfin, l'assurance des dépôts, ça peut paraître un détail, mais c'est important parce que ça retirerait une justification pour les pays d'isoler la liquidité et le capital au niveau des pays. Vous savez que dans la zone euro, on n'a pas une vraie union bancaire parce que chaque pays veut que les banques dans son pays aient un niveau de capital et un niveau de liquidité. Et ce n'est pas mutualisé au niveau de la zone euro. Et ça, c'est vraiment un handicap très fort. Et une justification pour ça, c'est « Ah oui, mais s'il y a une crise de liquidité et que les déposants prennent peur, il faut qu'on ait sur place la liquidité et le capital. » Bon, donc c'est très important et on n'est pas en train vraiment d'améliorer les choses. Et au fond, même l'Italie ne veut pas de finaliser l'union bancaire. Les Italiens ne veulent pas sortir finalement de la boucle banque souverain. Évidemment, comme il n'y a pas de prêteurs en dernière heure pour les États au niveau de la zone euro, les banques se sont substituées. Et donc, quand il y a une crise, elles achètent la dette publique. Et si on leur empêche de faire ça, qui va le faire? La réponse, personne. Et donc, elles ne veulent pas. C'est assez logique. Mais dans le long terme, ça fragilise énormément la zone euro. Donc, on n'est pas sorti d'affaire. Moi, personnellement, je suis assez inquiète sur la situation en Italie. Merci. Comme je suis la petite bleue, la dernière à rentrer, on m'a donné le sujet difficile, l'immigration. Oui, bon, à part bien sûr Jean-Hervé, qui en avait un encore plus difficile, c'est le chef, mais voilà. Moi, j'ai eu le second. Alors, y a-t-il une logique donc économique à la politique migratoire? En tout cas, donc j'aimerais, c'est un sujet qui est finalement assez mal compris, assez peu finalement enseigné aussi, donc compliqué. J'aimerais essayer d'argumenter qu'en fait, il y a essentiellement une logique économique à la migration. Alors pourquoi? Il faut savoir qu'il y a à peu près 250 millions de migrants dans le monde et que donc ça représente 3,5% de la population mondiale. Évidemment, ils ne sont pas répartis de manière moyenne. Ils sont dans certains pays. Donc 67% de ces migrants sont dans 20 pays. Donc effectivement, ils se concentrent. Et pourquoi ils y vont dans ces pays? Ils y vont pour des raisons économiques. Ils y vont essentiellement pour travailler. Donc ils sont jeunes. C'est l'âge médian, ça veut dire qui sépare la population en deux parties égales, et de 39 ans. Donc c'est des gens qui migrent pour travailler ou pour étudier éventuellement. Donc c'est les grandes motivations. Et nous, la vision qu'on en a avec les réfugiés, c'est une vision qui est extrêmement biaisée parce qu'en fait, les réfugiés, sur les volumes de migration mondiale, c'est une toute petite partie. Vraiment, le gros
de la migration, c'est des immigrants économiques, ce qu'on appelle donc pour des raisons de travail. Alors ils vont où? Ils vont dans des pays riches, évidemment, puisque le but c'est de travailler. Donc quand on dit l'immigration c'est source de pauvreté, évidemment non, c'est du capital humain, et c'est comme le capital matériel, enfin monétaire, c'est un cadeau pour les pays. Donc les pays qui ont énormément d'émigrés sont souvent... Enfin, ils sont tous riches, donc le Luxembourg, Hong Kong, la Suisse, l'Australie, c'est des pays où la proportion d'immigrés est très très considérable. Du coup, alors l'Europe, si on compare par exemple l'Europe avec les États-Unis, on n'a pas beaucoup, d'immigrés, on a moins en tout cas que les États-Unis. Et donc c'est un sujet qui a été très étudié outre-Atlantique, vu son importance dans les chiffres, c'est une terre d'immigration. Et donc, l'analyse des économistes sur l'immigration, c'est qu'elle est bonne pour l'économie, en fait. Donc, s'il y a des problèmes, ils ne sont pas d'ordre économique. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur moi, j'ai trouvé ça très intéressant, sur le glissement qu'il y a eu dans le discours politique de l'extrême droite en France. Il y a 40 ans, on nous disait 10% de chômage, 10% d'immigrés. On met les immigrés dehors, il n'y aura plus de chômage. Plus personne dit ça au Front National, par exemple. L'immigration est associée à des problèmes d'insécurité, du terrorisme, ou bien des problèmes de culture et de religion, mais pas forcément sur des problèmes d'emploi. Donc cette idée que les migrants, c'est plutôt quelque chose qui est bon pour l'économie, même a fini, je pense, par diffuser dans la société française. On comprend bien aujourd'hui que le chômage en France, c'est pas les immigrés qui le causent. En fait, ils font partie de la solution, notamment les clandestins qui acceptent les emplois que les entreprises ont du mal à pourvoir, comme on l'évoquait précédemment. Donc on les retrouve dans tous les pays de l'OCDE au même endroit. C'est les services à la personne, la garde d'enfants, le ménage, c'est la restauration, les horaires décalés, c'est aussi l'agriculture, le ramassage de fruits et de légumes. Et finalement, c'est aussi dans certains pays toutes les activités très difficiles comme le mining et la construction. Donc on les retrouve absolument toujours dans ces endroits-là, les clandestins. Et moi, ce que j'ai fini par comprendre en travaillant sur ce sujet, c'est qu'en fait, c'est un équilibre politique, parce que les électeurs ne veulent pas d'immigration, les entreprises ont besoin de travailleurs, et donc on est très hypocrite, et à mon avis, c'est dangereux parce que ça fait le jeu des partis d'extrême droite qui sont partout en Europe aujourd'hui, parce que ce qu'on fait, en tout cas, c'est le cas en France, c'est de dire, bon, on va être très très sévère sur l'immigration, on va les mettre dans des camps, on va les rapatrier. Par contre, si on veut arrêter l'immigration, il suffit de contrôler les employeurs. Ils viennent pour travailler, s'il n'y a pas d'emploi, ils ne viendront pas. Et ça, toutes les études sérieuses montrent cet appel d'air. Or, si vous regardez le nombre d'inspections du travail pour travail dissimulé, en France, c'est ridicule. Et c'est pareil aux États-Unis. Trump, il fait des murs, mais en 2014, il y a eu 0 entreprise condamnée pour emploi d'ouvriers ou d'employés clandestins. 0. Donc on peut dire, oui, on met des millions sur des murs, mais on laisse les gens entrer et surtout on les laisse travailler. Donc c'est un équilibre qui fait plaisir aux électeurs parce que pour des raisons qui ne sont pas économiques, en tout cas, souhaitent pas d'immigration. Et en même temps, il faut bien que ces entreprises trouvent des gens pour faire la construction, notamment sur les chantiers, etc. Donc l'immigration, c'est un sujet compliqué. Il y a des dimensions qui ne sont pas des dimensions économiques. Alors, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? La Terre est en déclin démographique. Le seul continent qui n'est pas en déclin démographique, c'est l'Afrique aujourd'hui. Alors, bon, soit on aura besoin d'immigrés, soit on utilisera des robots, comme ça suggère ce qui se passe en Allemagne. C'est un des pays qui ont le plus tôt haut de robotisation, c'est des pays qui ont une démographie très faible. Mais si on n'a pas des robots, il faudra on va se battre en fait pour avoir des immigrés qui viennent faire des choses chez nous. Alors qu'est-ce que moi je propose par rapport au status quo que je trouve détestable, des gens qui se noient et qui finalement sont exploités, et c'est la concurrence déloyale pour les entreprises qui sont plus vertueuses. Moi je pense qu'on devrait mettre en place, comme l'a fait le Canada, des visas temporaires pour tous ces emplois qui ne sont pas des emplois stables ou promus un grand avenir, mais qui sont nécessaires absolument à nos entreprises. Et ça permet aussi de le faire avaler politiquement, puisque ce n'est pas permanent. Et donc ce que les Français craignent, c'est quoi? C'est que ces gens viennent bénéficier de notre modèle social qui est si généreux, comme on le rappelait, et à mon avis qui crée une trappe à pauvreté. Donc au moins, ça serait plus propre, et à mon avis aussi plus soutenable électoralement. Voilà. Je vous remercie. Alors, dernier sujet, États-Unis-Europe, mais on va traiter aussi États-Unis-Chine, donc en fait, le commercial, quoi. Alors je vais très vite parce qu'on arrive à l'heure, mais deux idées.
États-Unis-Chine. Alors, il y a pas mal de travaux empiriques, etc. Quand vous regardez ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Trump, on a déjà des cas de hausse des droits de douane. On a de mémoire le bois canadien, les cellules solaires, l'acier, l'aluminium, les machines à laver, enfin une liste de produits. Confirme, il me semble quand même une chose, qui est que ce sur quoi les États-Unis mettent des droits de douane, ce sont des biens qui ne sont depuis longtemps plus produits aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où la substituabilité entre une production nationale américaine et le produit importé est très faible. Et donc, disons, tous ces biens qui sont taxés maintenant depuis plus d'1 an, on voit pratiquement aucun changement du volume des importations. Les États-Unis continuent à importer pratiquement exactement la même quantité et on voit une très forte augmentation des prix qui est due aux droits de douane et qui s'applique à tout le produit domestique. Le prix de l'acier aux États-Unis a monté de 25%, le prix de l'aluminium de 30%, le prix des machines à laver de 25%, mais les importations des États-Unis pour ces produits sont exactement les mêmes qu'avant les tarifs. Donc ça confirme, il me semble, une intuition qui est qu'on est dans un monde où les pays sont spécialisés dans des productions et que, du coup, la substituabilité entre les importations et les productions domestiques est très faible. Donc, il n'y a pas d'effet très négatif sur les pays exportateurs des droits de douane. Ce qui ne serait pas le cas si ces droits de douane portaient sur des produits pour lesquels il y a une substituabilité. Mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc, du point de vue des Chinois aujourd'hui, on ne voit pas d'ailleurs de freinage du tout des exportations de la Chine vers les États-Unis. Ce qui n'empêche qu'il y a en Chine une certaine panique. Donc il peut y avoir des effets économiques sur l'investissement, etc., qui sont liés à l'inquiétude, mais qui ne sont pas objectivement sous-tendus par une véritable baisse des exports. Donc j'ai l'impression que voilà, il n'y a pas énormément d'effets sur le volume du commerce, même s'il y a certains travaux économétriques sur longue période qui ont l'air de dire que les droits de douane ont des effets sur le volume du commerce. Mais honnêtement, dans le cas Chine-États-Unis, j'ai l'impression qu'on ne les voit pas, ou alors la spécialisation productive est devenue beaucoup plus forte au cours du temps. Le second sujet, c'est n'oubliez pas dans vos commentaires que des droits de douane, c'est des impôts et qu'on peut les rendre aux consommateurs ou aux entreprises. Parfois, on a l'impression dans les commentaires que les droits de douane s'envolent, disparaissent. L'année prochaine, les États-Unis vont lever 50 milliards de dollars de droits de douane sur les importations depuis la Chine. Ça fait 50 milliards de dollars de recettes fiscales pour le Trésor des États-Unis, qui ne va pas réduire son déficit public et qui va redistribuer les 50 milliards de dollars dans l'économie. Donc la hausse des prix des produits importés n'a aucun effet de revenu au premier ordre. Donc la seule chose qui reste, c'est une distorsion de prix relatif, puisque les produits taxés deviennent plus chers, mais il n'y a pas d'effet de revenu au premier ordre. On lit trop souvent, c'est un problème de pouvoir d'achat pour les Américains qui vont payer plus cher. Ben non, c'est pas vrai, puisqu'ils vont payer plus cher, mais le Trésor des États-Unis va redistribuer le montant des droits de douane. Donc, oui, pas forcément. Tu ne sais pas ce qu'ils vont faire. Apparemment, il y a un énorme programme d'infrastructure qui a été décidé par l'administration Trump. Il y a 150 milliards de dollars. Donc, quoi. Il y a les 15 milliards qui ont été donnés aux paysans du Middle West pour compenser voilà, donc tu redistribues. Donc honnêtement, aujourd'hui, il ne faut pas surestimer, il me semble, l'effet du conflit commercial US-Chine. Alors ensuite, sur US-Europe, je ne sais plus qui autour de la table tout à l'heure, c'est pas une table, c'est deux tables, parlait de NAFTA, c'est toi, non, de ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Moi, il me semble qu'on va se diriger aussi vers un accord de ce type, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus intelligent du point de vue des États-Unis. C'est-à-dire, au lieu de mettre des droits de douane, ce qui honnêtement est totalement inutile, de négocier le maintien d'un certain contenu local dans les productions ou des engagements d'achat de produits américains. Donc vous savez qu'il y a eu une rencontre, vous avez tous commenté ça, Juncker-Trump, où les Européens s'étaient engagés, à acheter des autos, alors un truc un peu bizarre, des autos, du soja et du gaz naturel liquéfié. Alors les autos, honnêtement, l'espoir est relativement faible parce qu'on n'a pas tellement envie d'acheter des voitures américaines. Enfin, si vous voulez garer le pick-up dehors, ça va pas être simple, quoi. Le soja, on en achète déjà, voilà. Et alors, par contre, le vrai sujet, c'est vraiment le GNL, le gaz liquéfié. C'est un énorme sujet. Je crois qu'il faut regarder de très près. Je pense que c'est la vraie motivation de Trump. Vous savez qu'aux États-Unis, on découvre des quantités absolument énormes de gaz et que pour l'instant, il n'y a aucune capacité d'exportation du gaz, puisqu'il faut d'abord le liquéfier puis l'exporter. Alors, le prix du gaz est dans une unité toute britannique, c'est le dollar par million de British Thermal Units. Deux têtes, si vous voulez, par 7, ça vous fait en équivalent dollars par baril. Aux États-Unis, 1 million de BTU, ça vaut 2,60 $. Donc c'est comme si le pétrole valait 16 $ le baril, quoi. En Europe, il vaut 9.
Hein, donc donc ça fait 7 fois 9, 63. L'écart de prix, c'est qu'on ne peut pas arbitrer les marchés. En Asie, c'est à peu près le même prix qu'en Europe, même un peu plus. On ne peut pas arbitrer les marchés. Aujourd'hui, les États-Unis, ils s'étaient en fait équipés pour importer du gaz. Puis ensuite, ils ont trouvé le gaz de schiste et maintenant, il faut qu'ils en exportent. Donc, il faut le temps de construire les équipements, mais ils sont en train d'être construits. Donc, le développement majeur qu'il va y avoir, c'est le début de la capacité d'exportation de gaz liquéfié des États-Unis vers l'Europe, qui va réunifier, alors pas complètement, parce qu'il y a des coûts de transport qui sont de l'ordre de 5 $, mais qui va resserrer l'écart de prix. Et c'est là qu'il y a un problème stratégique terrible, c'est que l'Europe, n'ayant pas pris ça en compte, était en train de se mettre entièrement dans les mains des Russes pour son approvisionnement en gaz. D'où Nord Stream 2, enfin... Et évidemment, ceci, évidemment, est totalement en conflit avec la stratégie de Trump, consiste à dire aux Européens, ne vous mettez pas 100% dans les mains des Russes, diversifiez vos approvisionnements entre la Russie et les États-Unis. Et honnêtement, Trump a complètement raison. Je veux dire, l'Europe ne doit pas se mettre entièrement dans les mains de la Russie pour son approvisionnement en gaz. Et donc, j'ai fini. Donc, l'idée que l'Europe puisse négocier un accord raisonnable, je dirais, de libre-échange avec les États-Unis en mettant une partie de son approvisionnement en gaz à partir d'exportations américaines qui vont être techniquement réalisables l'année prochaine, me paraît une assez bonne idée, quoi, par rapport à une situation où on serait entièrement dans les mains de la Russie, qui pourra faire comme elle a fait comme à l'Ukraine, c'est-à-dire fermer le tuyau si jamais il y a un conflit diplomatique quelconque qui arrive. Donc Trump a complètement raison dans son dossier commercial avec l'Europe. Merci. Je fais quelque chose que je ne devrais pas faire et c'est pas bien parce que non, pas du tout. Je voulais juste dire que c'était tellement passionnant que j'ai retenu 3 mots qui m'ont frappé et qui sont quand même des éditions fortes. Premier aspect, le mot stratégie. Il y a quand même une vision. Là, je parle de la politique française qui est assez structurée. Après, on peut reprocher l'efficacité, les mesures qui sont prises, mais la cohérence, elle est quand même, elle existe. Et quand j'écoutais, je me disais, il n'y a pas de critique si forte qu'on peut l'imaginer. Deuxième mot, c'est le mot de crise. Il est beaucoup plus absent que d'habitude, traditionnellement, sauf peut-être pour la zone euro, mais tu l'as évoqué, mais je vais y revenir dans un instant. Et on a eu cette discussion sur la possibilité d'avoir un vrai krach financier auquel, en réalité, j'ai trouvé que les arguments n'étaient pas totalement mauvais. Oui. Non, et je ne crois pas à ça. Et troisième aspect, c'est le mot contrainte. On s'aperçoit que le monde tel qu'on l'a décrit, c'est un monde qui est incroyablement contraint partout, qui est contraint par la dette, qui est contraint par le prix du pétrole, qui est contraint, et donc sa volatilité, qui est contraint par le lien entre le souverain et le bancaire, qui est, à tous les niveaux, on a le sentiment que le jeu est extrêmement difficile à faire évaluer, et c'est peut-être ça que nous avons mis en lumière, mais c'était juste un commentaire admiratif.